De l'assiette au micro. Épisode 2. Transmission et alimentation. Étudiantes et étudiants identifient comment la cuisine les met en lien avec des personnes, des lieux, des cultures ou des genres. Si j'étais un plat, je serais une bonne bostella de ma mère. C'est un plat de mon pays. C'est fait avec des feuilles de briques. Dedans, il y a de la viande, il y a des amandes, il y a plein de choses. Et c'est un plat à mélange sucré-salé. C'est très bon. Si j'étais un plat, je serais des lasagnes, je pense. Parce que c'est familial, c'est assez rapide à faire et c'est toujours bon. Si j'étais un plat, je serais un bœuf thaï avec du riz. Ça s'appelle le tchouk-tchouka. Du coup, je pense que je ferais ça parce que c'est mon plat préféré. Alors si j'étais un plat, du melon avec du jambon et de la mozzarella. Moi, ça m'arrive de cuisiner. S'il n'y a pas à manger, je vais me faire à manger moi-même. Et c'est mes parents qui m'ont appris à cuisiner. J'ai appris en regardant ma mère. Moi aussi, la même chose que lui, c'est ma mère qui m'a appris à cuisiner. Je fais des trucs simples. Je vais pas faire des plats encore très difficiles ou très élaborés, mais je vais faire des trucs simples qui vont me suffire. C'est ma mère qui m'a appris à cuisiner. Quand j'avais 10 ans, je regardais déjà, mais j'ai commencé à préparer à l'âge de 12-13 ans. Et c'est comme faire du poulet et faire de 3 pièces, comme j'ai détaillé mon plat préféré. Et faire le haricot et plusieurs plats. Donc dès que je vois ce plat, je me rappelle de ma culture, de ma famille et de comment je le mange en famille. J'irai pas jusqu'à dire qu'on m'a transmis toute une lignée culinaire, mais c'est vrai qu'il y a des recettes qui ont été transmises, il y a des plats qui ont été transmis, mais de là à dire que c'est une lignée culinaire, non, je pense pas. C'est ma mère qui m'a appris à cuisiner et mes grandes sœurs aussi. Juste un plat peut nous rappeler des souvenirs. Moi, je pense ce qui me rapproche le plus de ma famille, c'est la paella. Parce que ma grand-mère, à chaque fois qu'on a un anniversaire, elle ne sait pas faire autre chose que la paella. Ce que je préfère dans la paella, alors que c'est le truc le plus simple, c'est le riz. Parce qu'il est trop bon, le riz. Il est hyper, pas crémeux, mais il est hyper tendre. Et après, le poulet, il est trop bon. Mais après, ce que j'aime pas, c'est les crevettes et les langoustes. Parce qu'il faut le décortiquer, c'est hyper long. Et après, les odeurs... je sais pas, ça a l'odeur de ma grand-mère, j'ai l'impression. Je n'aurais pas expliqué, mais ouais, c'est un mélange de tout, quoi. Moi, personnellement, je dirais les dombrés, puisque c'est un plat typiquement martiniquais et c'est quelque chose que tout le monde aime dans la famille. Je suis Corinne Luxembourg, géographe à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Et la façon de se nourrir, elle est aussi une histoire de partage et une histoire de prise en compte de l'altérité. Parce que dans nos modes de vie, justement, métropolitains, de banlieue ou peu importe, où on a des rythmes de vie qui s'accélèrent, on va manger souvent seul, très vite, sans forcément se dire que c'est un moment de partage. Pour autant, l'alimentation et se nourrir, c'est quand même rattaché, en tout cas intuitivement dans nos imaginaires, comme un moment où potentiellement on peut prendre du plaisir et partager avec des amis. Et ces façons de consommer et de se projeter vers d'autres territoires, c'est aussi se dire quel est le rapport à l'autre que l'on veut mettre en place, avec qui on peut ou on doit ou on a envie de partager son repas. Donc il y a tout un imaginaire comme ça autour de l'alimentation qui fait qu'on va considérer l'autre. Souvent les plats ils sont reliés surtout aux traditions, aux villes d'origine et moins je sais pas, à la musique ou à des amis, j'ai l'impression. Les plats qui sont traditionnels, ils sont plus reliés à des lieux. Moi, je sais que quand je mange du couscous, c'est chez ma grand-mère, avec un fond de musique arabe, avec des fois du Coran, et mes grands-parents qui sont en train de parler, du coup, tous en arabe. Et je sais pas. Et même, il y a une sorte d'odeur. Enfin, comme ils cuisinent avec beaucoup d'épices, quand tu rentres chez eux, c'est une odeur en particulier. C'est par exemple un canapé en particulier qui fait que tu sais que c'est là où tu vas manger des plats traditionnels. Et quand tu es en dehors, t'as pas vraiment de lieu qui est rattaché à un plat. C'est seulement quand c'est traditionnel, je pense. Ma grand-mère, elle est espagnole, du coup, je pense que c'est pour ça qu'elle nous fait tout le temps de la paella. Moi, du coup, comme je l'ai dit, c'est de la famille aussi. Du coup, c'est chez ma tante ou chez moi. Ça nous relie à la Martinique, plus précisément au Gros Morne.
Et l'environnement, c'est toujours... ça met toujours un petit esprit de fête. Souvent, on cultive à côté les légumes et ce qu'on utilise pour faire à manger. Et dès qu'on part là-bas, nos valises, elles sont pleines de ces aliments pour qu'on puisse faire à la maison ces plats-là. Et aussi le savoir-faire qu'il y a derrière. Quand ma mère me montre des choses qu'elle fait, elle me dit « Oui, mais c'est ta grand-mère qui m'a appris à faire ça, etc. » Ça nous relie à nos origines, à notre famille, du coup. Je la rejoins sur le fait que, en fonction de là où on vient, on utilise différents produits. Les épices, c'est pas commun dans tous les pays. On va plus utiliser les épices dans certaines populations que d'autres. Et puis la manière dont on va produire certains aliments, les cuisiner, les travailler. Et puis au-delà des produits, je pense qu'il y a la manière de faire aussi. Parce que chaque produit nous relie forcément à une personne. Et on sait que cette personne-là, elle a une manière de faire qui est spéciale à elle. Donc je pense que la cuisine, du coup, ça nous relie vraiment à une personne, à un moment, à un événement. Moi, je pense que ça a un goût particulier, le fait que ça soit fait par nos proches. Par exemple, quand ma mère elle fait du couscous, ça n'a pas du tout le même goût que celui de ma grand-mère. Celui de ma grand-mère, il a un goût particulier. Genre, c'est pas meilleur, mais c'est incomparable. Genre, moi, je sais que je pourrais jamais le faire comme ça. J'arrive même pas à faire cuire des pâtes, alors impossible. Je voulais dire aussi, ce qui joue dans le goût, c'est aussi ce qu'on utilise au niveau des ustensiles. C'est par exemple, si on cuit avec une plaque électrique, au gaz, c'est totalement différent. Donc ça aussi, ça change le goût, énormément. Et aussi, je dirais que moi, par exemple, des fois, quand je cuisine avec de grandes personnes de ma famille, elles parlent en créole. Et du coup, ça me rapproche aussi de la langue de là-bas. Et ça me permet d'apprendre des mots, etc. Quand j'essaye de cuisiner avec ma grand-mère, elle parle toujours en arabe, du coup j'apprends de nouveaux mots et c'est un peu un moyen de communiquer entre nous, c'est un moment un peu privilégié parce que ça te permet de te rapprocher d'elle et de comprendre un peu ce qu'elle a vécu. En plus, c'est surtout à ces moments-là qu'elle va me raconter des histoires un peu qu'elle a vécues ou des choses comme ça, même des choses qu'elle a vécues par rapport avec sa grand-mère par exemple ou des choses comme ça. Après, la cuisine, c'est un peu... Ça peut être une passerelle avec certaines personnes. Des fois, c'est un peu le pont entre deux personnes. Je m'appelle Alice Belisha, je suis enseignante-chercheur à l'université Sorbonne Paris-Nord. Je travaille dans le domaine de la nutrition et de la santé publique. Donc pour mes activités d'enseignement, je suis responsable d'un master qui s'appelle Nutrition humaine et santé publique. Et pour la recherche, je mène des projets autour de l'alimentation étudiante. Et notamment, je coordonne la Convention citoyenne étudiante. La population étudiante est plus touchée par une alimentation, disons, défavorable à la santé. Ensuite, on s'est beaucoup intéressé aux conditions des repas. Comment ils mangent, avec qui. Et donc là, les chiffres sont assez parlants. Par exemple, ils mangent beaucoup devant leurs écrans. Donc 90% des étudiants mangent fréquemment ou régulièrement devant un écran. Et c'est un constat, et ça, on sait que c'est certainement préjudiciable sur la quantité de ce qu'on mange. On sait, il y a des études qui montrent que quand on mange devant un écran et quand on est distrait, du coup, on mange plus. Et aussi certainement sur le lien social. Parce que les repas, c'est aussi un moment très propice au lien social. Et si on est devant son écran, certainement, on parle moins avec les gens avec qui on est. Ça peut aussi être une conséquence de la solitude. Bien sûr, si on est seul, on a plus tendance à manger devant l'écran que si on est à plusieurs. Dans quel lieu mangez-vous? Racontez-moi un peu. Ça dépend. Avec mes amis, je mange dans les brasserie. Avec autres personnes, je mange dans les restaurants. Avant de commencer les études dans le supérieur, je mangeais beaucoup avec ma famille. Vu qu'on avait un peu les mêmes horaires pour manger en décalé du coup. Mais depuis que je suis toute seule, je mange assez souvent seule ou quand je suis à la cafétéria avec mes camarades. Par exemple, si je regarde un film ou une série en même temps, je vais manger très 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 lentement. Et pareil, si je suis avec des gens et qu'on discute en même temps, je vais manger lentement. Mais si je suis speed, rapidement. J'aime bien le moment de manger, c'est comme une pause. Et je sais que pour
pour avoir de l'énergie pour les cours, faut manger, parce que ça m'est déjà arrivé de passer une journée sans manger et j'ai vu la différence sur mes capacités à l'école, parce que j'étais fatiguée, j'avais plus d'énergie, j'avais plus rien. Non, l'année dernière, je mangeais pas du tout le midi parce que juste j'avais personne avec qui manger et ça me gênait d'aller manger toute seule, donc juste j'allais à la bibliothèque et j'attendais. Mais là maintenant, c'est un problème que j'ai réglé, j'arrive à aller manger toute seule, donc c'est bon. Je mets une vidéo, je reste concentrée sur ce que je mange et après, voilà, je mange quoi. Je mange au Crous à midi. C'est un espace grand et vaste où on peut rencontrer un grand nombre de personnes. Et à la maison, je mange soit tout seul, soit avec ma mère, du coup. Dans le salon, dans la salle à manger. Après, j'ai pas forcément d'autres endroits où je mange éventuellement. Après moi, c'est un petit peu pareil que lui. Quand je suis ici, soit je mange à la cantine ou au Crous, c'est des lieux de vie commune avec tout le monde un peu. Ou quand je suis chez moi, je mange soit avec ma famille dans la salle à manger, sinon je mange dans ma chambre. Quand il y a ma famille, je mange avec eux, sinon je mange tout seul. Hein. Et je me sens, j'ai pas forcément de problème avec ça, je me sens à l'aise, j'aime bien manger seul des fois. En général, quand je mange seul, je me pose tout le temps devant une série ou une vidéo YouTube ou quelque chose comme ça, ou même je joue des fois en même temps. Moi je m'alimente presque tous les jours au Crous, mais j'apprécie pas forcément de manger au Crous, c'est juste que j'ai pas le temps de faire mes repas, donc je finis par manger ici. Ou alors sinon je mange à la fac, mais pas au Crous, mais dans l'espèce d'épicerie où ils vendent des sandwichs. Et sinon, je mange aussi beaucoup sucré en fait. Moi en fait, je voulais faire mes propres plats, sauf que la plupart du temps quand je rentre chez moi, je suis trop fatiguée et le lendemain, je me dis tant pis, je vais manger au Crous, je ferai ça une autre fois et c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que je finis par jamais faire mes plats et je finis toujours par manger ici même si ça me plaît pas forcément. Moi, ça m'est arrivé une fois, mais après, c'est beaucoup trop encombrant dans le sac avec l'ordinateur, les cahiers, la trousse, nan. Ça veut dire que une fois pas deux, quoi. Et en plus, après, ça sent. J'avais pris du riz bien épicé, ça sentait beaucoup toute la journée. Du coup, c'est pour ça que je me rabats sur le Crous. Hein. À la fac, je préfère être accompagnée. À la maison, on préfère manger en famille, mais je préfère manger seule. Mais du coup, généralement, on mange en famille. Moi aussi, la plupart du temps, je mange en groupe. Et en fait, je pense que même si je suis pas en groupe, j'aurais même tendance à pas manger, je crois. Je pense que je vais juste avancer dans mes cours et continuer après. Mais ouais, à la maison, je mange en famille, à la fac, en amis. Moi souvent je mange en groupe ou quoi quand j'ai du temps. Mais sinon, quand j'ai pas beaucoup de temps, je prends envie de faire un truc, je mange tout seul. Mais je privilégie les longs moments où être en groupe. Et peut-être quand c'est plus court, être tout seul. Nous, la conversation, elle commence toujours par critiquer la nourriture du Crous et après, on parle de tout et n'importe quoi. Et on parle de tout sauf des sujets fâcheux, je pense, hein, pour pas couper l'appétit à certains. Et franchement, c'est hyper... quand on est à la fac, là, avec les amis, c'est hyper divers et varié des sujets. Ça peut tourner autour des séries, des films, des cours, de tout, de la religion, de la politique. Et la politique, franchement, parfois c'est un peu tendu, mais ça va en vrai. Il semblerait que la consommation carnée, elle ait d'abord été masculine avant d'être féminine, en tout cas pas dans les mêmes proportions. Et que ce serait pour ça que sur du temps très long, les femmes on ait mis un peu plus de temps à devenir aussi grandes que les hommes. Ou on aura toutes fait au moins l'expérience si on déjeune dans un restaurant avec un ami et que l'ami homme prend une salade et nous quelque chose avec de la viande. Au moment du service, on se retrouve, nous, femmes, systématiquement avec la salade et la viande finit forcément devant l'ami masculin en question.
Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre des stéréotypes dans l'alimentation. Le regard que l'on a sur le corps des femmes, il est tellement contraint et contraignant que la question de l'alimentation, en plus de toutes les questions de santé, d'économie, etc., vient aussi dans le regard que l'on a sur le corps des femmes en disant « mais est-ce qu'il est conforme à la norme ?» Et donc, dans la conformité à la norme, il faut qu'il soit pas forcément maigre, mais en tout cas mince. Et que dans la tête des gens, le rapport à la minceur a forcément à voir avec le fait de s'alimenter, voire de se sous-alimenter pour rester mince. Et c'est tout le débat autour de la mode, par exemple, qui revient assez régulièrement, où on dit « Ah tiens, les mannequins sont particulièrement maigres ». Alors maintenant, on a aussi le débat sur les réseaux sociaux. « Ah tiens, les influenceuses montrent qu'il faut se faire refaire une partie du corps pour... répondre à une normalisation. » Et donc, voilà, la question alimentaire, elle vient là quasiment comme un ennemi pour le corps des femmes parce que potentiellement, il ferait grossir. Dans les raisons pour lesquelles on va sauter des repas, il y a bien sûr les questions de précarité, de questions sociales, etc. Mais il y a aussi pour les femmes de se dire il ne faut pas trop manger parce que sinon je vais grossir. Et donc si je grossis, je ne réponds plus à la norme de beauté qui ferait que je serais quelqu'un de désirable. Très longtemps, on a cru que ça ne concernait que les jeunes parce qu'ils sont malléables, fragiles, en construction, etc. Mais en réalité, ça court dans la vie des femmes jusqu'à leur mort. Parce que le regard que l'on a sur le corps des femmes, même quand elles deviennent vieilles, eh bien, il est toujours injonctif, au moins à cet endroit de l'alimentation et à cet endroit du poids et de la forme des corps. Donc la question du genre, elle est très forte là-dessus, parce que même si ça vient un peu pour les garçons, ça reste majoritairement contraignant pour les femmes. J'ai le choix de pouvoir manger. Ben, j'ai la chance plutôt, mais avec le sport et tout, c'est là où je me fixe des objectifs. Je dis je dois manger ça, éviter ça. Oui, je m'autorise à être gourmande. Franchement, je vais pas me dire que si là je mange, je vais grossir ou quelque chose comme ça. Non, je mange selon mon appétit, selon mes envies et je m'interdis rien. Si je vois quelque chose qui me donne envie, je vais pas hésiter. Ouais, je mange vraiment ce que j'ai envie de manger. Bah moi je pense vraiment manger sainement, c'est important. Parce que moi aussi avant je mangeais pas vraiment très sainement. Et depuis que j'ai vraiment commencé la salle et le sport à fond, j'ai vraiment essayé de faire un effort pour vraiment mieux m'alimenter. Alors, il faut savoir que dans mon enfance, j'ai été très, très, très gourmand. Et maintenant, je ne me l'autorise plus parce qu'avant, j'étais obèse. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans une phase d'obésité presque morbide. Et maintenant que j'ai perdu un peu de poids, je peux revenir à cet état d'avant. C'est-à-dire que je veux complètement arrêter ça, mais on est des humains, de temps en temps, il faut se faire plaisir. Mais il ne faut pas abuser non plus. Maintenant que je suis un sportif, donc je suis obligé de manger par rapport avant tout. Je regarde toujours le nombre de calories avant tout, pas trop de calories. Il faut beaucoup de fibres et de calcium et surtout des lipides. C'est important. Par exemple, les gens qui disent que les hommes sont plus gourmands que les femmes. Bon, c'est vrai que j'ai été plus témoin d'hommes gourmands que de femmes, mais je dirais que ça peut être dans les deux cas de toute façon. Parce que c'est plus une manière d'élever les femmes. C'est plus une manière de valeur. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, depuis le Moyen-Âge, on a cette image de la femme qui mange très peu, qui est toujours mince, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment arrêter avec cette image de la femme. C'est-à-dire que chacun mange comme il veut, ça dépend de chacun avant tout. Et c'est pas forcément une question de sexe. Est-ce que les hommes auraient besoin de plus de viande que les femmes ? Moi, je pense que c'est pas une question de sexe encore, hein, c'est une question de goût. Par exemple, je connais beaucoup d'hommes qui n'aiment pas trop la viande, sont presque végétariens, et des femmes qui adorent la viande. Et encore l'inverse aussi, des femmes qui n'aiment pas trop la viande et d'autres hommes qui adorent la viande, dont moi. Donc oui, honnêtement, je pense que c'est plus une question de culture, de manière de penser par rapport au fait d'être vegan. Par exemple, les gens qui sont végétariens aussi, il faut les prendre en compte. Et par rapport aussi à ceux qui se battent contre le fait de manger des animaux. Je suis Elsa, je suis diététicienne au service de santé étudiant. Si notre génération aujourd'hui est présente, c'est que notre lignée génétique a réussi à survivre aux famines. Et c'est finalement notre force de pouvoir stocker plus rapidement du gras et peut-être aussi en plus grosse quantité. C'est comme ça que aujourd'hui, quand on met notre corps au régime restrictif, notre corps a l'impression d'être en famine. Donc, il baisse sa dépense énergétique de base. Et par la suite, quand il va arrêter ce régime frustrant, il va avoir cette force de reprendre plus de poids qu'il n'a perdu pour pouvoir survivre à la prochaine famine. Si on n'a
par exemple une alimentation qui est déséquilibrée, qui apporte pas suffisamment d'énergie, on va pas pouvoir être suffisamment en forme pour pouvoir faire une activité physique. Si on n'arrive pas à faire une activité physique, finalement on va moins libérer d'endorphines, on va avoir souvent un peu moins de confiance en soi et du coup au niveau psychique, bien-être mental, ça va avoir aussi un impact. Et quand le soir on se couche avec des ruminations de je suis pas bien, j'ai pas passé une bonne journée, etc. Demain il faut que je fasse tout ça, et on a un mauvais sommeil aussi. Quand on a un mauvais sommeil, le lendemain on va avoir besoin d'un peu plus d'énergie. Et à part l'énergie qu'on retrouve dans le sommeil, on va avoir tendance à aller chercher l'énergie sous forme de calories dans l'alimentation, manger un peu plus. Je dis souvent comme quoi il y a 4 piliers pour être en bonne santé. L'alimentation, l'activité physique, le sommeil et le bien-être psychique. Donc il y a un service gratuit pour les étudiants qui est le service de santé étudiante où vous pouvez retrouver des infirmiers pour parler de votre santé globale, mais également des consultations avec des psychologues et des consultations avec une diététicienne, entièrement pris en charge et gratuit pour les étudiants. Depuis 2-3 jours, j'essaie de faire attention à mon alimentation. J'ai lu un livre qui s'appelait Glucose Révolution et du coup, j'essaye d'éviter les pics de glycémie. Et parce qu'en fait avant je commençais par du sucre et du coup j'ai lu qu'il fallait commencer par des légumes, enfin le mieux, et pas commencer par du sucre directement. Donc là j'essaie de faire attention et c'est pour ça que là en arrivant à la fac j'avais pas mangé, j'essaie de commencer par quelque chose de salé même si c'est pas vraiment le bon salé quoi. Et du coup j'essaie de faire attention, mais je sais que c'est pas en me nourrissant à la fac que j'aurai une meilleure alimentation je pense. Achetez vos repas. Ouais, moi je mange, surtout quand j'ai faim ou quoi, je mange. Ou sinon, si entre 2 cours, je suis un peu fatigué, petite dose de sucre, ça te requinque et voilà. Sans hésiter de la gourmandise, parce que vu les plats que je prends, c'est pas pour me caler. Je prends des petites gâteries, des petites sucreries. Ou parfois quand le midi arrive, on est obligé de se nourrir, sinon à la fin de la journée, on est complètement mort. Et du coup, oui, là, je vais me nourrir par besoin, mais la plupart du temps, franchement, c'est juste des petits plaisirs. Si je ramène pas mes repas, je mange soit à la cafétéria, c'est vraiment ce que je fais, je dirais c'est ce que je ferais 90% du temps, mais il peut m'arriver de manger à l'extérieur étant donné qu'il y a... Soit je peux m'acheter quelque chose à grignoter au Lidl qui est à côté du campus, soit manger au resto, mais je pense que c'est quelque chose que je ferai 1 ou 2 fois dans le semestre, même si c'est une dizaine d'euros le menu. Je prends un petit déjeuner tous les jours. Et un goûter, non. En fait, je pense que c'est plus le goûter de 16h30 comme on fait quand on était enfant, mais plutôt des grignotages et entre une intervalle entre les 15 et 17h. Et en fait, c'est pas quelque chose que je ferais tout le temps, mais je pense que quand je suis dehors ou quand je suis à la fac, je prends quelques snacks. Alors, la plupart des plats que je mange, c'est pas des plats que je fais moi-même. C'est acheté. Donc soit je mange quand c'est à la fac dans un snack à côté, ou bien au Crous et on prend à emporter. Et sinon, quand je suis pas à l'école, je mange souvent dehors dans des fast-foods. Donc, surtout avec les réseaux et tout, ça nous donne un peu envie d'aller tester des nouveaux repas, des nouveaux restaurants et des nouvelles spécialités. Et aussi, c'est un peu la flemme. Quand on est chez nous, parfois, genre, t'as pas la motivation. Déjà, t'es fatigué, tu rentres genre d'une journée un peu genre chargée. T'es fatigué, t'as pas la force pour faire à manger, ranger. Parfois, on a des partiels, des devoirs. On est obligé d'acheter, quoi. En fait, je préfère faire à manger moi-même. Comme ça, je sais, parce que je sais, j'aime pas tout. Et j'aime pas trop manger au fast-food et tout. Mais je mange aussi beaucoup de l'extérieur quand même. Je mange comme tout le monde, genre des grecs, des kebabs et tout. Et à l'université, je mange au Crous aussi. Et ça dépend soit à la cantine ou je prends en emporter. Alors moi, ma mère, elle est pro faire tout soi-même. Du coup, dans une certaine période, on n'avait rien du tout de préparer des plats déjà préparés. Mais tout, je l'ai un peu forcé à me prendre des plats préparés parce que des fois, il y a des trucs à la maison, j'ai pas forcément envie de manger ça à midi. Et comme au lycée, je rentrais à la maison pour manger, j'avais des petits plats picards que je mangeais. Et du coup, là, des fois, je prends des pasta box aussi et des nouilles. Enfin, la plupart de ce que j'achète, c'est des aliments frais parce que j'aime bien savoir ce que je mange. Et après, en plat tout fait,
En général, c'est vraiment quand on n'a pas le temps ou alors le dimanche soir, parce que souvent le dimanche soir c'est la flemme. Donc c'est pizza surgelée ou alors on commande, mais c'est les seuls plats cuisinés qu'on achète. Les traitements statistiques sur l'emploi du temps des hommes et des femmes, alors qui sont vieux, parce que le dernier traitement statistique de l'INSEE, il date de 2015. Il montre que les questions d'alimentation et les questions du ménage en général reviennent aux femmes. Ça passe par aller faire les courses et donc du coup prendre du temps dans la journée ou dans le week-end pour ravitailler le ménage. Et après, sur le temps de cuisine et sur le temps vraiment de préparation du repas, c'est les femmes majoritairement. C'est les femmes aussi qui débarrassent la table. C'est les femmes qui vont préparer les repas en avance pour les gens qui travaillent et qui ont besoin d'emmener un repas préparé. Tout ce temps-là domestique qui est pris pour nourrir la famille, quelle que soit la constitution de la famille, c'est-à-dire si c'est seulement un couple ou si c'est un couple avec des enfants, et quel que soit l'âge des enfants, c'est les femmes qui s'en occupent régulièrement. Il y a une construction sociale qui fait que c'est les femmes qui sont en charge, on va dire, des questions de care, c'est-à-dire des questions de prendre soin des autres. Et donc dans le prendre soin des autres, l'alimentation, il y a évidemment toute sa place. Dans les stéréotypes, on dit oui, mais c'est parce que c'est le rôle de la mère que de nourrir, et qui est beaucoup moins pris en charge finalement par les hommes de la famille. Sauf parfois quand il s'agit de remplir le lave-vaisselle, parce que là, il y a quelque chose de technique à faire. Alors après, il y a effectivement toujours des exceptions où on va avoir des hommes qui vont dire oui, mais c'est moi qui fais à manger. Mais pour autant, toutes les charges subalternes qui vont débarrasser la table, faire la vaisselle, et du coup faire la vaisselle des grosses marmites quand c'est des repas collectifs importants, c'est pas les hommes qui s'en occupent. C'est-à-dire c'est vraiment la tâche centrale qui va permettre après d'être valorisée pour la qualité du repas servi. Donc il y a aussi ça qui est assez intéressant dans ces stéréotypes de genre. Dans votre famille ou votre entourage, qui cuisinait quoi ? C'est pas tous les hommes qui débarrassent, c'est pas tous les hommes qui font la vaisselle et c'est pas tous les hommes qui font à manger, ouais. C'est des notions qu'on n'apprend pas du tout aux hommes, peut-être parce que la société fait en sorte que ce sont des choses de femmes. Du coup, ça devient, comment dirais-je, ça devient un peu normal en fait. La moitié de la semaine, je cuisine parce que mon père n'est pas là, du coup je cuisine. Mais l'autre moitié de la semaine, c'est lui. Et c'est lui qui m'a beaucoup appris à cuisiner. J'habite chez mes parents et c'est tout le temps ma mère qui fait les courses. Mon père ne s'en occupe jamais. Et au niveau des plats, mes grands-parents nous font de la soupe. Et vu qu'on mange tous les dimanches chez eux, ça veut dire qu'on a toujours des restes toute la semaine. Du coup, moi, c'est aussi mes parents qui font les courses. Pour le coup, ils le font ensemble. C'est quand même un peu plus mon père qui y va, puisqu'il a plus de temps pour le faire. Au niveau de la répartition de la cuisine, ça dépend aussi. Il y a des semaines là où c'est plus mon père qui cuisine et des fois plus ma mère. Moi, je vis chez ma mère et c'est assez différent parce que du coup, les courses, souvent on fait 50-50 parce que la plupart du temps, c'est moi qui cuisine. Du coup, c'est soit je lui fais une liste de courses qu'elle doit suivre, soit c'est moi qui y vais directement et elle m'accompagne en voiture. Depuis que je suis tout petit, ma mère m'inclut que ça. C'est-à-dire que quand tu finis de manger, c'est-à-dire que tu débarrasses, tu fais la vaisselle. Enfin, pas quand j'étais tout petit, mais à force de grandir, elle m'a dit qu'elle m'a appris à faire la vaisselle. Et donc, c'est comme ça. Chez moi, par exemple, je participe aux tâches ménagères comme tout le monde. On a chacun nos tâches. On les respecte équitablement. Et ma mère m'a aussi appris à cuisiner parce que un jour, on le sait tous, on va partir du cocon familial, c'est-à-dire qu'on va voguer nos propres ailes. Et donc il faut que je sois préparé à ce moment-là, sachant que ma mère elle cuisine très bien. Je lui dis qu'un jour j'aurai un meilleur niveau qu'elle, donc je me suis fixé cet objectif. Donc oui, je compte bien l'atteindre. De l'assiette au micro. Une série radiophonique de la Commune Mesure, créée dans les campus de la Sorbonne Paris-Nord sur l'invitation du service culturel. Épisode 2, Transmission et alimentation. Prise de son, Julie Romeuf et Valentine Ponson. Montage, Valentine Ponson. Musique du générique par l'atelier création musicale. De l'assiette au micro.